la question, mais les hommes et leurs bijoux, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je dois dire tout de suite que j'ai pas tellement l'habitude de faire, de faire ce travail à deux voix. Donc, j'ai pris des petites notes. Donc, je note un peu les choses. Vous me verrez un peu regarder, parce que j'ai moins l'habitude quand même de Ghislain de parler. Donc, alors, nous sommes dans ces bijoux masculins. En effet, ces bijoux masculins, ils ont une très longue histoire et ils commencent dès l'Antiquité. Et pourtant, on peut s'étonner qu'ils aient été assez peu, même très très peu, étudiés. Et pourtant, ils ont en effet une grande charge symbolique. C'est ce que nous allons voir tout au long justement de cette présentation. Et pour nous aider justement, eh bien, nous nous sommes servis on s'est servi des textes littéraires, également des peintures, des sculptures, vous allez voir. Et aujourd'hui, il y a heureusement, comme dans l'enquête qui a été mentionnée par Guillaume, les témoignages que nous pouvons avoir pour pouvoir parler des bijoux. Alors, ces bijoux, il y en a beaucoup qui ont, enfin quelques-uns, pas tellement finalement, qui ont disparu. Ce sont les boutons précieux, les épingles, les boucles de chaussures, dont on avait assez peu parlé d'ailleurs. Mais beaucoup subsistent. Ce sont les bagues, ce sont les colliers, les chaînes, les bracelets et les anneaux d'oreille, qui ont une grande importance dans le bijou masculin. Et cet inventaire, on peut le retrouver si on regarde l'image de gauche, où on a une certaine accumulation dans une certaine mesure quand même, avec une élégance de ce souverain de Bavière que l'on retrouve juste ici, Albert V, où on a un certain nombre de chaînes, de pendentifs, d'éléments d'ornementation que l'on peut voir, qui incarnent cette idée de l'homme paré, comme on a pu le définir. Certains y ont vu aussi l'idée de l'homme pan. Le pan qui fait la roue, le pan qui fait la roue est un mâle, donc cette idée de myriade de couleurs, de myriade de formes, de brillance en quelque sorte, qui va, pour faire simple dans la chronologie, continuer jusqu'au milieu du 19e siècle. Et quelque part, autour du milieu du 19e siècle, on passe de l'homme aristocrate à l'homme bourgeois, dans celui qui va décider en quelque sorte des modes, des tendances. On va rentrer dans quelque chose de plus sérieux en quelque sorte, en tout cas de moins paré. Et certains anthropologues ont dit qu'on passait du pan au pingouin. Vous savez, quand vous avez ces hommes en smoking noir et blanc, où finalement peu de bijoux dépassent, j'ai envie de dire, d'où l'idée de passer d'un animal à un autre, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on a entre guillemets, sur le côté, avec un homme qui a été quand même vu comme un très grand dandy, qui est Robert de Montesquieu, ici, dans un tableau du musée d'Orsay, où finalement on cherche le bijou, en quelque sorte. Il n'est pas très visible, ou du moins il est peu présent. Il y a une canne, évidemment, qui va être importante, et puis il y a quelques petits détails ici ou là que l'on peut voir, mais qui sont extrêmement légers. Et donc on va essayer de comprendre que, à travers cette disparition, ou cette réapparition du bijou, il y a trois types d'hommes, si j'ose dire. Et là, les messieurs de la salle se disent dans quel type je fais partie, qui sont et chronologiques et thématiques, dans lesquels on a, avec Claudette, essayé de regrouper les façons de porter des bijoux, les codes qui sont derrière et les typologies aussi de bijoux. Le premier, on l'a appelé le seigneur. Celui qui va accumuler des richesses, va montrer par la présence du bijou une certaine opulence, un certain prestige, et on va voir tout ce que cela implique. Le deuxième, on l'a appelé le marginal, celui qui va garder certains bijoux pour exprimer une différence, pour exprimer une identité particulière, pour sortir du commun, en quelque sorte, sortir de la masse, qu'on soit dans les époques hautes ou dans les époques basses. Et le troisième, on l'a surnommé le discret, où finalement on va voir que l'absence en apparence de bijoux dénote finalement une certaine présence, mais beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate, qui nous plonge notamment dans des périodes plus contemporaines. Et on a choisi de mélanger plusieurs cultures du monde, même s'il y aura beaucoup d'exemples européens, il n'y a pas que ça. Et on a également choisi de mélanger des périodes très anciennes avec des périodes beaucoup plus récentes pour vraiment rester dans notre typologie de personnalité en quelque sorte, porteuse de bijoux. Alors, on commence avec le Seigneur et on commence tout de suite, pas dans nos contrées, mais un petit peu plus loin. Nous sommes en Inde, dans l'Inde des Maharajas. C'est une des images qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense à l'homme paré, à ses accumulations, à cette richesse que vous pouvez voir. Je pense que là, on pourrait déjà commencer par compter le nombre de colliers qu'il y a autour du cou. Il y a inévitablement une accumulation pour représenter l'autorité. C'est le Nawab d'Arcot, donc on est avec l'un des vassaux du grand souverain d'Hyderabad, le Nizam d'Hyderabad. Donc on est dans un luxe évidemment qui est extrêmement établi dans le Tamil Nadu, au centre est de l'Inde, et on a une représentation ici où, que ce soit l'épée, le baudrier, la ceinture, les ornements
de turban, ce qu'on appelle le sarpech, qui est l'épingle de turban que vous avez là, et tout ce qui dérive autour en titre décoratif, les colliers évidemment, les ornementations, les boutons, enfin, toutes ces choses-là, finalement on retrouve les mots que Claudette a mentionnés dans le vocabulaire du bijou, mais en accumulation. Et ce qu'on retrouve justement là, dans cette figure du Seigneur. Alors on va commencer bien sûr avec cette fameuse thématique du pouvoir. Le pouvoir, justement, commence assez tôt à travers cette représentation du palais de Khorsabad où on voit un personnage qui est important, le roi, qui porte, regardez bien, des bracelets, des doubles bracelets qui sont à ses poignets et d'autres qui sont en haut des bras, en effet. Et il a cette fameuse boucle d'oreille dont on va entendre parler pendant extrêmement longtemps. Cette accumulation est révélatrice de pouvoir. Plus vous en avez, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, jusqu'au milieu du 19e siècle. Souvenez-vous, il y a cette idée. Donc on va représenter une dimension d'autorité. Sargon II fait partie de cette dynastie assyrienne, néo-assyrienne pour les puristes. On est vraiment au premier millénaire avant Jésus-Christ avec une représentation d'un palais exceptionnel avec des décors qui sont tout autour. Allez au Louvre, c'est au musée du Louvre. Hein. Cette dynastie, elle est dans les plaques présentées et au Louvre et au British Museum à Londres. Et ce qui manque peut-être à ses mains, c'est un élément régalien qui est la bague. Et la bague, c'est quelque chose de statutaire, c'est quelque chose qui va incarner une certaine autorité, on pourrait le dire, depuis très très longtemps. Et pour cela, on a choisi, alors 2, 3 pour être exact, exemple, de l'exposition dont Guillaume nous parlait tout à l'heure, qui est l'exposition qui s'est tenue à l'école, de la collection d'Yves Gastou. Vous aviez une myriade d'époques et de styles, de préciosités complètement différentes, pour montrer cette même notion d'incarnation du pouvoir. L'idée, c'est de montrer l'autorité par les objets. Ces objets peuvent être l'épée qui tient sur le côté, peuvent être les bracelets qui sont là, ou peuvent être ce type de bague que vous avez ici, dont le chaton s'ouvre en fait, avec la possibilité de dissimuler ce que vous voulez. À l'intérieur du poison, on dit souvent, voilà, c'est l'image qu'on a un petit peu. On n'a pas de trace à l'intérieur pour que je puisse vous dire ce qu'il y avait dedans. Est-ce que ça pouvait être une relique? Est-ce que ça pouvait être un objet un peu précieux? C'est une dimension liée au pouvoir. Et ce qu'on sait, c'est que le doge de Venise recevait un anneau d'or très simple. Et lorsqu'il était sur le bus Centaure, l'énorme bateau, il jetait cet anneau d'or lorsqu'il prenait sa fonction, comme s'il se mariait avec la mer, avec l'Adriatique. On sait à quel point Venise et l'eau, c'est une relation compliquée. C'est une relation de couple qui peut être houleuse parfois. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait. Quoi qu'il en soit, c'est cette idée de faire corps avec l'eau et d'incarner la fonction de l'État, en quelque sorte. Et cet objet-là, finalement, c'est une bague énorme, hein, c'est grand comme ça. Ce type de bague, portée à la main, ça se voit tout de suite, et ça vaut pour un sceptre. Donc c'est un objet d'autorité. C'est un objet qui incarne la fonction de doge, donc la fonction de ce président, entre guillemets, si j'ose dire, de la République de Venise. Au-dessus, on est au Mali, chez le peuple des Dogons, et on sait que les grands chefs du peuple Dogon, au XIXe et au XXe siècle, c'est un exemple du milieu du XXe siècle, on sait que ces chefs, ou encore les grands prêtres, qui avaient une fonction et temporelle et spirituelle, ces grands prêtres, qu'on appelait les Hogons, c'est comme Dogon, vous remplacez le D par un H, hein, tout simplement, portaient ce même type de bague quand ils prenaient leur fonction. Donc j'ai envie de vous dire, au Mali ou à Venise, même combat, on retrouve cette même notion de sceptre prenant la forme d'une bague, où ici vous avez une représentation plutôt de cavalier, en quelque sorte, d'image, j'ai envie de dire presque de chevalerie, mais qui représente justement l'autorité de la personne. Si on avance, on va juste vous présenter ici une représentation beaucoup plus tardive de Charlemagne. Charlemagne, il a été couronné en 800 de notre ère. Le tableau date de 1617. Donc on est clairement après. C'est une volonté de représenter l'idéal de ce souverain au moment de son couronnement. Et en fait, on a accumulé un certain nombre d'objets que vous pouvez tous voir au musée du Louvre, celui-ci dans une église à Paris, hein, Saint-Nicolas-des-Champs, c'est juste à côté de Arts et Métiers. Et vous avez un certain nombre d'objets qui sont ce qu'on appelle les régalias, qui sont des bijoux ou objets, instruments du pouvoir, qui incarnent la fonction du souverain. Si on regarde dans le détail, ici, vous retrouvez la couronne. C'est un dessin qui a longtemps été conservé dans l'abbaye de Saint-Denis, où vous avez une indication. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le moine probablement qui a réalisé le dessin, ou du moins l'inventaire, s'est trompé. Il a mis couronne du roi Charlemagne, Saint-Louis.
Donc voilà, on a cette idée de réinterpréter. Quoi qu'il en soit, c'est ce même type de couronne que vous retrouvez sur le côté et qui nous montre bien que la couronne, mise sur la tête, est l'idée de la domination, l'idée du souverain, donc l'idée de la puissance. Si on regarde juste à côté, vous avez le sceptre, également au Louvre. Ce sceptre qui est juste ici, c'est le sceptre de Charles V, donc qui est un roi du Moyen-Âge, de la dynastie des Valois. Sur la partie supérieure du sceptre, trônant, vous avez Charlemagne. Donc là, c'est assez bien de comparer la vision qu'on a, Charlemagne à la barbe fleurie, cette idée du roi sage en quelque sorte, donc d'une filiation avec la couronne. Le sceptre est essentiel et incarne parmi les régalias que l'on peut voir juste ici. Si on regarde encore, vous avez l'épée. Le roi est le premier chevalier du royaume. Donc l'épée également va être orfévrée. Celle-ci a souvent été surnommée Joyeuse. C'est le surnom, c'est le prénom de l'épée dite de Charlemagne. Quelle a été celle de Charlemagne ou pas, on la surnomme Joyeuse. Et vous remarquez qu'il y a un certain nombre de pierres en cabochon. Donc le traitement joaillier, finalement, le traitement en tant que bijou, se fait pour cet objet, toujours pour incarner l'idée du souverain. Si on regarde encore dans le détail, dans la partie haute, vous avez une sorte d'agrafe de manteau pour tenir la structure en hermine, en fourrure, que vous avez juste là. Cette agrafe a souvent été dit le fermail de Saint-Louis. Un fermail, c'est une broche pour fermer, comme son nom l'indique, c'est un mot du Moyen-Âge. Dit de Saint-Louis, encore, on a des éléments faisant référence à Charlemagne ou Saint-Louis comme des ancêtres prestigieux. Donc on s'inscrit dans une lignée, toujours un symbole du pouvoir. Et inévitablement, vous avez reconnu au milieu de ce fermail la fleur de lys, donc le blason de la monarchie française. Et enfin, dernier élément qu'on voit au pied, si vous regardez dans le détail, vous avez les éperons du sacre. Ce qui est important, le côté chevalier, inévitablement, où vous avez un traitement du décor qui est tout aussi intéressant et qui finalement est traité comme un véritable bijou. Donc, les objets / bijoux portés par les souverains sont témoins du pouvoir ou du statut d'autorité qu'ils veulent représenter. Et ça, c'est un des premiers éléments que l'on peut distinguer justement quand on regarde des figures. Si on regarde dans le détail, on va voir qu'ils n'en mettent pas peu, ils en mettent beaucoup. Alors là, vous voyez ce portrait d'Henri VIII par Holbein, et vous vous rendez compte que richesse, en effet, et pouvoir, en tout cas, sont représentés grâce à une prolifération de bijoux très nombreux, comme on vient de le voir. Ici, vous voyez surtout deux éléments qui sont très symboliques. C'est le collier, très large collier, qui s'étale sur la parement d'hermine, et également cette grande chaîne. Et il y a aussi des boutons. Les boutons ont été pendant très très longtemps des marques aussi de richesse, car ils étaient en émeraude, ils étaient en diamant. Et à ce propos, justement, Louis XIV, lorsqu'il a reçu l'ambassade de Perse, l'a reçu avec un gilet entièrement recouvert de boutons de diamant. Et voilà ce qu'on en dit à ce moment-là. Louis XIV montrait des boutons de diamant. Son habit était si pesant que le roi en changea aussitôt après son dîner. Donc c'était la preuve en effet que ces boutons, dont on parle un petit peu moins, font aussi bien partie de la richesse du costume essentiellement royal, puisque vous avez dû rencontrer aussi, comme nous, énormément de portraits depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle de ces personnages royaux ou princiers qui portent énormément de bijoux. Je vais revenir sur ce qu'il porte également sur son béret après que vous ayez dit quelques mots, je crois. En effet, l'idée a été une petite audace pour préfigurer ce qu'on va avoir au mois d'avril. Oui, on n'a peur de rien. L'idée était, il y a toute une série comme ça qu'on retrouve sur Internet ou sur Instagram notamment, de comparandas du monde du hip-hop et de grandes figures d'autorité, notamment du XVIe siècle. Où, alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est, vous parliez de boutons, si on regarde quand même la richesse du tissu avec cette ornementation de brocart au fil d'or, qui ici est remplacée par le tatouage, donc autre élément de parure, finalement, qui est extrêmement intéressant. Et cette notion d'accumulation, c'est pas less is more, c'est more is more, là, ce qu'on retrouve ici. On en met énormément, on en rajoute, on accumule dans cette volonté de briller, dans cette volonté d'incarner en quelque sorte la richesse, d'incarner le prestige, justement, dans cette représentation, et qui, en regardant Henri VIII, finalement, en termes de corpulence, en termes de positionnement, et finalement en termes de message, est assez intéressant à mettre en parallèle. Revenons justement sur la coiffe. On va revenir sur la coiffure, parce que vous voyez que Henri VIII, comme beaucoup d'autres
personnalités, surtout des rois, ont pendant une certaine période de la Renaissance des bérets. Sur ces bérets, il y a des petits éléments qui ont l'air d'être très riches, genre de pins, si l'on veut, mais qui à ce moment-là s'appellent des affiquets. Ces affiquets s'appellent des affiquets lorsque ce sont quand ça se place sur des bérets qui appartiennent à des rois. Et quand il s'agit de pèlerins, ce sont des enseignes, c'est-à-dire des éléments qu'on met sur son chapeau, sur son béret. Et c'est vrai qu'on pouvait penser que ce genre de bijoux avait complètement disparu, sauf qu'on a pu retrouver justement chez ce jeune créateur qui maintenant est devenu, je crois, un grand joaillier, pas loin d'ici, les créations d'une sorte de bestiaire qu'il a fait il y a un certain nombre d'années, où ce sont des tas de petites bêtes qui sont en or et en argent, qui recouvrent une sorte de béret. Donc une mode était lancée, je ne sais pas si elle a été suivie, mais l'idée était quand même de garnir le couvre-chef quelque part. Donc quelque chose qui est très ancien. Ah oui, alors le bijou, c'est aussi un objet de récompense. Récompense pour un haut fait ou pour un service rendu. Et on s'en rend compte ici sur cette stèle égyptienne où on voit en effet qu'on remet un collier d'or à une personne qui donc a été très utile pour le roi. Et cette volonté de donner des objets précieux était à la fois pour nous rappeler que c'était une monnaie, le bijou pouvait être converti ensuite d'un point de vue économique, mais en même temps c'était une récompense extrêmement importante. Et on retrouve cette notion de pouvoir militaire, de récompense, de remerciement dans un objet qui a été présenté il y a quelque temps dans une exposition au musée de l'Armée. Je ne sais pas si vous avez été la voir. Elle s'appelait Les canons de l'élégance, un jeu de mots assez sympathique, je trouve. Dans les collections du musée de l'Armée, on a voulu représenter justement les officiers, les militaires dans leur apparat, avec cette notion d'homme paré, justement. Et ce type de pièce, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une épée offerte comme cadeau, donc c'est un objet de prestige, plus qu'un objet d'usage en quelque sorte, qui a été réalisé par un grand joaillier. Il s'agit de la maison Weber. Henri et Paul Weber avaient une boutique rue de la Paix. Ils ont été parmi les grands joailliers de l'époque de l'Art Nouveau. Et cette maison a reçu, après la Première Guerre mondiale, une commande exceptionnelle pour remercier le maréchal Foch. C'est la ville de Paris qui leur a passé commande et qui leur a demandé de réaliser tout le décorum, en quelque sorte, de ce type d'objet. Si vous regardez dans le détail, vous pouvez lire, vous imaginez la suite, au maréchal, juste ici. Vous avez les étoiles du statut de maréchal, donc cette idée de fonction, de prestige, de galon acquis au fil du temps. Vous avez également dans la partie supérieure gauche une représentation de femmes ailées. C'est une victoire à la grecque, la même que la victoire de Samothrace au musée du Louvre. C'est cette idée de personnages victorieux à la suite de la Première Guerre mondiale qui du coup reçoit cette récompense avec des éléments plutôt de code militaire que l'on peut retrouver dans l'autre partie d'ornementation, justement. Et il y a dans le détail, ici, 1914-1918, au cas où on n'ait pas compris, où vous avez bien sûr les dates de la Première Guerre mondiale. Donc on est dans l'idée de la récompense qui va être donnée pour remercier tel ou tel haut fait d'armes il y a 3500 ans ou il y a à peine 100 ans. Oui, et ces épées d'apparat sont extrêmement nombreuses dans les musées. Il y en a eu beaucoup sous le règne de Napoléon. Il en a distribué énormément à tous ses maréchaux. Elles sont vraiment superbes et on peut les voir plutôt d'ailleurs aux Invalides, mais aussi au musée de Malmaison où elles sont très nombreuses. Mais l'exposition dont vous parlez était en effet très riche en épées de courtoisie aussi. On les appelle épées de courtoisie ou épées d'apparat. Et il y avait justement un fragment de celle de Louis XVI, la dernière épée qu'on lui a offerte, qui était aussi donc un cadeau. Qui a dû subir, je crois, toute une séance de restauration pour qu'on puisse comprendre comment elle était fabriquée. Et c'était expliqué justement dans cette exposition. Oui, qui présentait des documents d'archives où vous aviez des dessins justement préparatoires avec les indications de type de pierre qui étaient employées. Donc ça fait partie des belles choses que les expositions peuvent nous offrir, justement dans les redécouvertes. Si nous continuons dans les types des récompenses, la façon d'exalter la virilité se fait par les armes, se fait d'un point de vue peut-être moins violent par le sport également. Et donc inévitablement, les sportifs vont recevoir des objets d'apparat portés à même le corps de type bijoux et qui, médailles, couronnes ou autres éléments, vont incarner une réussite ou du moins une récompense qu'on peut vouloir donner.
Depuis la plus haute antiquité, les jeux sportifs existent. La ville d'Olympie, au nom de Zeus, organisait les fameux Jeux olympiques. Mais toutes les grandes villes de Grèce les organisaient. Pour Apollon à Delphes, les Jeux delphiques. Pour Athéna à Athènes, les Jeux panathénaïques, donc pour tous les Athéniens, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous avons une couronne de feuilles de laurier, plutôt liée à Apollon, que l'on retrouve. Chaque divinité ayant son arbre associé. Bacchus, le dieu du vin, c'était la vigne. Zeus, roi des dieux, c'est le chêne. Ici, pour Apollon, c'est le laurier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé cette idée dans le mot laurier en latin pour donner le mot lauréat. Ça vient de là. Donc cette idée d'être victorieux de quelque chose, d'avoir remporté en tout cas quelque chose. Vous avez remporté des baies de laurier, vous avez votre bacca laurea. C'est de là que ça vient, en latin. Donc nous avons tous, normalement, ou presque, des baies de laurier, si j'ose dire. C'est en or, évidemment, donc on rend éternelle la récompense avec un matériau inoxydable, c'est cette idée, donc éternelle symboliquement, bien entendu. Et juste à côté, on a cherché un certain temps des médailles sportives. J'en avais trouvé dans les années 30 également à Berlin, sauf que la thématique était moins sympathique. Après 1933, les Jeux étaient organisés par un certain Adolf Hitler, donc j'ai évité de mettre ce type de représentation. Néanmoins, c'est une réalité. Dans les années 20 et les années 30, on fait référence au code gréco-romain et aux sportifs gréco-romains. Ici, ce sont des Jeux olympiques de 1924 que vous avez juste là, qui se sont tenus à Paris, où vous avez évidemment la représentation de la ville de Paris avec la date et des informations. Mais de l'autre côté, vous avez la même victoire ailée qu'on a vue tout à l'heure sur l'épée du maréchal Foch, qui couronne, le même type de couronne que vous avez là, un sportif qui est représenté dans une semi-nudité héroïque. C'est moins l'athlète grec, mais c'est quand même cette idée que l'on retrouve juste ici, qui montre qu'à deux époques radicalement différentes, on a cette même notion de récompense dans le domaine du sport. Alors les bijoux, c'est aussi des bijoux de prestige, et qui sont des bijoux honorifiques. On se rend compte ici, à travers la micro. Pardon. Honorifiques, oui, des bijoux honorifiques. On se rend compte à travers la représentation ici de ces deux tableaux qui montrent, pas très bien, mais ça je vais vous en parler, des colliers, de ce qu'on appelle les colliers des grands ordres, qui ont, en France, ont été créés à la fin du XIVe siècle c'était des ordres princiers et des ordres royaux. Le plus ancien, cela dit, ce n'est pas français, il est espagnol. C'est celui de la Toison d'Or en 1430, qui a été fondé par Philippe le Bon et distribué finalement assez largement. Il y a de très nombreux portraits qui nous montrent justement la manière de porter cette toison d'or au bout d'un collier, qui, comme vous le savez, c'est une toison de mouton en référence à Jason et aux Argonautes. En France, il y en a deux qui sont importants. Il y en a eu beaucoup des ordres qui ont été créés à cette époque-là. En 1469, il y a eu l'ordre de Saint-Michel qui a été créé par Louis XI. Il avait un décor de coquilles et de las d'amour. Les las d'amour, ce sont des entrelacs qu'on trouve beaucoup sur ces bijoux et sur ces colliers. Il y en a un autre qui, lui, est plus important. Alors, lui, cet ordre de Saint-Michel a disparu assez rapidement. Il y en a un autre qui a perduré, c'est l'ordre fondé par Henri III, c'est-à-dire l'ordre de Saint-Esprit, en 1568. Et il est constitué, là vous voyez une très belle, donc le médaillon qui est c'est une croix de Malte, en général qui était une croix émaillée, avec à l'intérieur la colombe du Saint-Esprit. Là vous en voyez une magnifique qui est en diamant, mais elle ne l'était pas toute. Et c'est donc un ordre royal qui était donné au roi et au prince, et qu'il portait généralement avec un ruban bleu. Vous voyez le petit prince à droite qui porte justement un ruban bleu, et vous distinguez aussi au-dessus cette fameuse décoration qu'on voit justement en gros au milieu. Cet ordre-là, celui donc fondé par Henri III, l'ordre du Saint-Esprit, a persisté assez longtemps parce que les ordres ont disparu pendant la Révolution. Saint-Michel était déjà parti, mais en revanche, l'ordre du Saint-Esprit a été remis en honneur, si j'ose dire, après la Révolution, par Louis XVIII, Charles X, et donc il le portait. Et c'est donc un des ordres qui est resté le plus longtemps, et on les voit beaucoup, en effet, sur les portraits.
Alors, il y a un autre ordre qui, lui, est aussi un petit peu une autre histoire et qui est intéressante. C'est un ordre anglais, c'est-à-dire celui de la Toison d'Or. Voilà, nous avons ensemble le Saint-Esprit et l'ordre de la Jarretière, et pas la Toison d'Or. Nous avons une jarretière magnifique ici qui est représentée. Cet ordre de la Jarretière qui a été fondé, en effet, assez tôt aussi, en 1348, elle a été fondée par le roi Édouard III. Lors d'une occasion qui est assez amusante à noter et que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est-à-dire que le roi dansait avec une de ses favorites et que pendant qu'il dansait, sa favorite a perdu sa jarretière qui est tombée et le roi très galamment l'a ramassée et afin de ne pas avoir les quolibets de toute la cour, il a prononcé cette phrase « Honni soit qui mal y pense » parce qu'à la cour d'Angleterre, on parlait aussi français. C'est en français que toutes les cours pouvaient s'exprimer. Et en fait, c'est devenu la devise d'un ordre, l'ordre de la Jarretière, et qui est distribué très très parcimonieusement à des grands personnages de la cour. Et la jarretière, alors vous voyez justement un des personnages à gauche qui porte cette jarretière, qui la porte à peu près comme une femme, pas tout à fait, parce qu'elle se mettait en général un peu plus haut. Là, elle est sous son genou, et vous en distinguez une à droite, qui est elle la plus célèbre. Elle est en diamant. Et vous voyez d'ailleurs inscrit Honni, donc Honni soit qui mal y pense, qui doit faire le tour, qui a vraiment la forme d'une jarretière, et elle a été offerte par la reine Victoria à son mari, le prince Albert, 2 jours avant leur mariage. Nous sommes en 1840. Donc c'est véritablement quelque chose, et ça fait partie du trésor de la couronne anglaise. Dans les plus célèbres, évidemment, que nous avons, mais ça, je ne vais pas m'appesantir dessus, c'est évidemment la Croix de la Légion d'honneur qui a été fondée par Bonaparte, avant qu'il ne soit Napoléon, en 1802, justement au musée de Malmaison, qui n'était pas un musée, mais qui était la maison de Joséphine et de Napoléon, et qui était d'abord un ordre militaire et qui ensuite a été en effet distribué beaucoup plus largement, qui a changé de forme, qui a changé d'aspect, mais qui subsiste toujours. Donc c'est vraiment l'ordre qui est le plus représenté en France. Il y a un exemple ici qui était également dans l'exposition Les Canons de l'élégance, qui est dû à la maison Chomet, comme vous pouvez le noter, des années 20, et qui montre justement l'importance justement de ces ordres qui étaient traités d'un point de vue joaillier. Il y a l'hôtel de Salm, le musée le musée de la Légion d'honneur, mais excusez-moi, je cherchais le terme, qui notamment a une collection de ces ordres de chevalerie, c'est un sujet qui vous intéresse, qui est assez exhaustif, je dirais. Alors le bijou, c'est aussi un élément, c'est aussi un objet, si j'ose dire, qui est le reflet de la politique et de l'histoire. Et ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler, parce que nous avons ici 2 exemples au cours d'un événement historique essentiel pour la France, c'est-à-dire la Révolution. Pendant la Révolution, eh bien, il y a eu d'un côté les partisans de Louis XVI, c'est-à-dire ceux qui deviennent les monarchistes, et de l'autre côté, il y aura vraiment les révolutionnaires purs et durs. Et ces 2 aspects sont représentés ici, d'une part par une bague que vous voyez à gauche, qui est une bague qu'on appelle une bague tombeau, qui est en émail avec des larmes qui sont représentées dessus, et qui s'ouvre, et à l'intérieur de laquelle il y a quelques cheveux de Louis XVI. Vous savez que Louis XVI a été guillotiné en 1793, et après, il y a eu Marie-Antoinette, et donc ces deux morts dramatiques ont donné lieu ensuite à une fabrication d'un certain nombre de bijoux qui contenaient souvent d'ailleurs des cheveux et qui deviennent des objets reliques. Cette bague, on la trouve, je crois, au musée Carnavalet. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. En tout cas, ça, c'est vraiment la partie monarchiste. Et c'est intéressant de savoir tout de même qu'en même temps, en 1791, avant donc la mort du roi, circulait, parce qu'on était encore très favorable à la monarchie, circulaient des anneaux, fleurs de lysée, donc avec des fleurs de lys, qui portaient une devise royaliste. Et d'ailleurs, ces anneaux circulaient partout. Et Marie-Antoinette avait souhaité en envoyer un à son confident, qui était le comte de Fersen. De l'autre côté, vous avez, alors, c'est ce que j'appelle la révolution pure et dure, c'est-à-dire un anneau, une bague, qui est généralement en argent, mais quelquefois en cuivre, et recouverte d'une fine pellicule d'or,
qui représente en général 2 personnes ou 3 personnages qui ont tous été ou guillotinés ou assassinés et qui étaient les chefs de la Révolution, surtout pendant la Terreur. Ce sont Danton, Marat et un autre personnage moins connu qui s'appelle Lepelletier de Saint-Fargeau. Et ces 3 personnages ont donc été immortalisés, ils sont devenus les martyrs, et ces bagues s'appellent des bagues aux martyrs de la liberté. Il y en a eu énormément, certainement beaucoup, parce qu'on en trouve actuellement dans plusieurs musées. Donc ça, c'est la partie véritablement révolutionnaire. On peut voir qu'il y a également des bijoux avec des messages un peu codés, ce qu'on appelle des bijoux séditieux. Les bijoux séditieux fait partie, en effet, à partir de la Révolution, d'un certain nombre, et même avant, mais on ne savait pas qu'on les appelait pas séditieux. C'est ce dont vous allez vous parler, je crois, à propos de ce médaillon. En fait, il y a eu d'autres révolutions, notamment une en Angleterre qui a précédé celle de la France. L'art de décapiter le roi a déjà été fait au milieu du XVIIe siècle par les Anglais. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce bijou qui est au V&A à Londres, qu'on appelle The Hilliard Jewel, et qui, sous une apparence de très belle beauté, pendentif, anneau, avec un décor émaillé, une très belle émeraude et une perle en pendant, cache au revers un décor émaillé, mais surtout une petite ouverture qui vous présente le portrait du roi Charles Ier d'Angleterre, ce roi qui a été décapité. Et c'est ce type de bijoux que secrètement on pouvait garder pour pouvoir montrer le parti pro-révolutionnaire, ou plutôt anti-révolutionnaire, comme c'est le cas ici, que l'on voulait exprimer justement à travers un bijou. Et ces notions de bijoux cachés, de messages codés ou cachés, font partie d'un vocabulaire, je dirais, du bijou qui est extrêmement important et qu'on va retrouver bien plus tard également sur le sol français. Voilà. Alors, je m'aperçois tout de même que depuis le début, et ça va continuer d'ailleurs, Ghislain nous vous propose de très beaux bijoux. C'est-à-dire, ils sont très beaux, ce sont des bijoux précieux. Et moi, dans mon histoire à moi, des histoires des bijoux masculins, je trouve des bijoux très simples, qui sont en cuivre, qui sont en métal, ici en perles, vous voyez, mais il n'empêche qu'ils ont quand même une force symbolique très forte, très, très importante. Donc, je vous montre ici, c'était très difficile, je crois, de faire le cliché, ce qu'on peut appeler une épinglette. Alors, cette épinglette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que après la Révolution, dans les années 1830, plutôt, on fait un peu d'histoire, après la Révolution de 1830, où Charles X a dû repartir en exil, eh bien, il y avait la duchesse de Berry, une jeune femme très fantasque, qui était à la cour, la femme du duc de Berry, qui avait un fils qui s'appelait le duc de Bordeaux. Et après la destitution de Charles X, elle a souhaité que son fils, le duc de Bordeaux, grandisse et monte sur le trône, alors que ce n'était pas du tout prévu à l'origine. Donc, elle a fait une campagne qu'on appelle légitimiste, pour essayer de mettre son fils sur le trône. Et lors de cette campagne, qui est donc après 1830, eh bien, des tas de petits objets de ce type ont été diffusés, et c'est donc de fabrication très artisanale. C'est du laiton avec des fleurs de lys qu'on ne distingue pas très bien en haut, et avec aussi des perles. Ces perles sont vertes et blanches parce que c'était le symbole de la monarchie. Et déjà, sous la Révolution, quand on fabriquait des bijoux plus ou moins séditieux, c'était aussi avec les couleurs vertes et blanches. Et là, vous avez quelque chose d'amusant, mais qu'il faut vraiment détecter. Est-ce que vous voyez des choses dans la frange de perles? Est-ce que vous pouvez distinguer ce que vous voyez? Ou est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, je vais vous dire, c'est un V, un H et un 5, c'est-à-dire Vive Henri V. Donc, c'est parce qu'on voulait que le duc de Bordeaux soit couronné sous le nom de Henri V. Et ces épinglettes donc, ont fonctionné pendant un certain temps, mais pas très très longtemps, parce que ce fameux duc de Bordeaux n'est jamais monté sur le trône. Il a porté plusieurs titres, il est mort en exil, et il n'y a jamais eu donc d'Henri V. Le dernier des seigneurs, si j'ose dire, avant de passer au chapitre suivant, c'est aussi le seigneur religieux, c'est l'autorité du clergé que l'on va retrouver, les évêques, les grands abbés qui, aristocrates de naissance pour beaucoup, étaient parés d'un certain nombre de grandes richesses, les mitres qui pouvaient être extrêmement ornés, les crosses bien entendu qui étaient des objets d'une très grande préciosité, de véritables sculptures d'orfèvrerie en règle générale, mais c'est le détail de ces mains gantées qui m'intéresse, puisque vous avez une certaine accumulation de bagues avec des pierres précieuses, avec évidemment le motif de la croix que l'on peut retrouver, ces anneaux. On en a quelques exemples qui étaient présentés dans la collection d'Yves Gastou, qui est
depuis tout petit passionné par les bagues d'évêque. Il nous racontait que lorsqu'il était petit, il allait plusieurs fois à la messe faire le tour pour aller embrasser la bague de l'évêque. Sa mère le disputait, on lui demandait pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce qu'il a une si belle bague, il disait. Donc il a cette passion des bagues d'évêque. Et on distingue quand on regarde ces bagues qu'elles sont très grandes. Pas parce que les évêques ont des gros doigts, mais parce que c'est fait pour être porté par-dessus le gant, en règle générale. Donc il y a comme ça des morphologies aussi qu'il faut étudier dans le type de bague, avec un type d'ornementation, inévitablement, notamment des croix, mais des éléments liés au symbole de la passion du Christ notamment, ou encore un choix de couleurs. Le pape, pour l'anneau du pécheur, aura notamment une pierre blanche ou un colore, cristal de roche, diamant. Les cardinaux, qui sont en pourpre, auront une pierre rouge, tandis que les évêques, qui sont plutôt en violet, auront donc plutôt une améthyste. Et c'est assez intéressant de voir et de regarder justement cette typologie, cette hiérarchie en quelque sorte, qui est liée à une titulature de seigneur, qui est liée à une dimension du pouvoir, mais qui cette fois est spirituelle. Passons à notre second chapitre.